Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le souverain était l'invité à New York du 20e gala de l'UNCA, l'association des correspondants de presse des Nations Unies. L'association Mission Enfance organise une vente de peluches au Maya Bay au profit de l'enfance défavorisée. Nous écouterons la romancière Sylvie Bourgeois-Harel qui nous présente ses derniers romans. Les archives audiovisuelles proposent au Grimaldi Forum le 20 décembre un chef-d'œuvre du cinéma américain où la danse est au cœur du sujet, les chaussons rouges. Et enfin, l'AS Monaco se déplace à Bordeaux ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Nous débutons cette édition par le déplacement officiel du souverain à New York. Il était l'invité du 20e gala de l'UNCA, l'association des correspondants de presse des Nations Unies, présidée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Voyez ce reportage sur place d'Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Les médias du monde entier se sont donné rendez-vous à New York. L'association des correspondants des Nations Unies célébrait son 20e gala, un événement qui chaque année met en lumière le travail des journalistes à travers le monde dans leur couverture des sujets ayant trait à l'Organisation des Nations Unies. C'est le reconnaissement des journalistes qui ont couvert les Nations Unies dans différents points de vue. Et nous avons, comment dire, histoire qui arrive de tout le part du monde. On donne une information générale. On peut avoir des pays de l'Afrique, des pays de, je sais pas, de Russie. En tout cas, il est devenu une award très très reconnue. C'est pour ça que le secrétaire général il est ici pour toutes les années. 7 membres du jury se sont réunis pour désigner les lauréats des 4 prix décernés. Le montant global des récompenses s'élève à 60 000 $ répartis entre les différents vainqueurs de chaque catégorie. Et parmi les prix décernés, celui du Prince Albert II de Monaco et de l'UNCA qui récompense depuis 2009 les reporters de presse écrite, en ligne ou audiovisuelle pour leurs reportages dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité ou de l'eau. Il a été attribué pour la première fois en 2009. Et il représente, il y a 3 prix, or, argent et bronze, pour le meilleur reportage, tous médias confondus, sur le changement climatique. Cette année, je pense qu'il y a 4 récipiendaires. Et dans la mesure où l'UNCA ne demande pas de droit d'entrée pour les journalistes dans le monde entier pour concourir à l'un des 4 prix qui sont donnés pendant la soirée, il y a beaucoup de journalistes dans le monde entier qui peuvent concourir. Donc ça c'est très important de le rappeler. L'association a été fondée elle aussi au tout début de l'Organisation des Nations Unies. Elle regroupe actuellement près de 300 journalistes accrédités, tous médias confondus, présents à New York, puisque sinon il y en a beaucoup plus. Et donc c'est un des prix, c'est le dernier créé en fait, puisqu'en 2003 avait été créé en souvenir d'Elisabeth Nefer qui est décédée dans l'attentat terroriste à Bagdad. Elle était chef du bureau en Irak, et donc c'est la fondation Daniel et Alexander Bodini qui remet ce prix. Alors celui-là c'est pour la presse écrite, donc nous le nôtre sur le changement climatique tous médias confondus. Ensuite nous avons le prix qui malheureusement est aussi en honneur d'un journaliste qui a été tué par balle en 2004 en Haïti. Donc ça c'est le prix Ortega, et ça c'est pour le journalisme audiovisuel. Et enfin, il y a le prix de la UN Foundation qui lui a un aspect plus humanitaire, développement. Et justement, le Prince Albert II a lui aussi été honoré lors de cette soirée. Il a reçu de la part du secrétaire général des Nations Unies un prix particulier, celui de défenseur de l'année, soulignant son engagement personnel en faveur de la lutte contre les changements climatiques, une récompense décernée pour la première fois à un chef d'État en exercice. Je suis très touché et très sensible à cet honneur. C'est un prix qui, je crois, récompense l'engagement de la principauté dans les questions environnementales, bien sûr, dans les changements climatiques, mais aussi dans l'engagement de la principauté sur les grands sujets que je viens d'évoquer, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient éducatifs et qu'ils soient qui concernent l'environnement et le développement durable. Donc je crois que c'est une belle reconnaissance de tout ce que la principauté
a pu faire, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit à travers ma fondation ou d'autres organisations non gouvernementales, eh bien je ne peux que me réjouir de cela et nous avons fait de grands efforts, mais nous allons continuer à le faire dans les années à venir. Un second prix du secrétaire général a été décerné au scénariste, réalisateur et producteur britannique Richard Curtis, notamment pour son projet réalisé en collaboration avec les Nations Unies afin de promouvoir les 17 objectifs de développement durable. Richard Curtis a également produit le Global Citizen Festival, 1 heure d'émissions télévisées en direct de Central Park et diffusée dans 150 pays du monde entier. Nous reviendrons sur la suite de cette visite officielle dans une prochaine édition. Lors de ce déplacement à New York, le souverain est revenu sur les accords obtenus durant la COP21. Ce rendez-vous international a réuni 196 pays durant 2 semaines. Vous le savez, le prince souverain a pris part au débat. Je vous propose d'écouter ses conclusions. C'est un formidable succès. Certes, ça n'était pas l'accord idéal, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un accord complètement idéal, mais il est déjà légalement contraignant. Il y a un but, c'est de ne pas, d'être bien en deçà du seuil des 2 degrés Celsius. Et donc c'est déjà pour faire que l'ensemble des pays admettent cela et veulent tout mettre en œuvre pour ne pas dépasser la température moyenne, l'élévation de température moyenne en deçà des 2 degrés Celsius, c'est déjà un très grand pas en avant. Et puis bien sûr la contribution financière aux pays en développement de 100 milliards de dollars, je crois que c'est aussi un très gros pas en avant. Je crois que il faut maintenant que tous les pays confirment cet engagement, que ça soit signé et ratifié dans les pays en question, et nous allons le faire bien sûr à Monaco, et j'espère dans des délais très courts. Et puis bien sûr il y aura cette révision tous les 5 ans qui peut commencer dès 2018 pour les pays qui auront signé très tôt, mais aussi donc en 2023 et puis au-delà. Donc je crois qu'on est sur une très belle voie, sur une très grande voie. Il y a eu de grands pas de fait, mais maintenant il y a beaucoup de travail qui reste à faire et il y a de la confirmation de tout cela qui doit intervenir, je l'espère, dans un avenir très proche. En bref, les élus du Conseil national ont adopté le budget primitif de l'État pour l'exercice 2016 à une large majorité, 17 pour et 7 abstentions. Pour rappel, le budget de l'État s'annonce pour la 7e fois consécutive excédentaire de 5,8 millions d'euros, avec 1,147 milliard d'euros de recettes en hausse de 7,7% et 1,137 milliard d'euros de dépenses également en hausse de 7,4%. Parlons à présent d'une opération initiée par le Mayabé. Des peluches sont en vente et les sommes récoltées sont reversées en partie à l'association Mission Enfance. Sandrine Nègre vous livre plus de détails. Elles sont colorées et de différentes tailles, représentent plusieurs animaux et composent ces sapins qui sont désormais installés au Mayabé jusqu'au moment de l'épiphanie. Toutes ces peluches sont en vente au profit de Mission Enfance. Pour les fêtes de Noël, le Mayabé a souhaité faire une opération pour les enfants qui représente bien les fêtes de Noël et le rêve des enfants. Donc nous avons mis un sapin de peluche en décoration et nous revendons toutes ces peluches à la boutique du Mayabé pour reverser une partie de la vente à Mission Enfance. En fait, on a souhaité rester dans le thème japonais, donc c'est vrai qu'on a choisi un peu tout ce qui est dessin animé japonais et manga. Et donc certaines peluches sont à 50 € pour les plus grosses, les moyennes à 35 € et les toutes petites à 25 €. Par rapport aux événements un peu tragiques qui se passent dans le monde, on a souhaité participer à notre humble manière à un petit don pour qu'on puisse participer à redonner un peu de joie. Et 10 € reversés pour chaque peluche achetée, donc au profit de l'association monégasque qui multiplie depuis 25 ans les actions en faveur de tous les petits dans plusieurs pays. Je suis très touchée de voir toutes ces licornes, toutes ces peluches qui sont exposées comme ça et dont rêvent justement tous ces enfants à travers le monde et qui sont aujourd'hui vendus au profit de Mission Enfance. Donc cet argent qui sera collecté, 10 € par peluche, sera reversé ensuite pour l'éducation d'enfants, et notamment en Orient,
où nous avons tous ces programmes d'aide d'urgence et de scolarisation. Alors justement, vous le disiez, vous êtes présent, l'association est présente à travers le monde et notamment en Orient. Là, je sais que vous revenez de mission. Quelle est, on va dire, l'actualité de Mission Enfance en ce moment ? Là, oui, effectivement, je rentre d'Irak, du Kurdistan irakien, où sont déplacées beaucoup de populations de différentes communautés qui étaient autrefois dans la plaine de Ninive, il y a encore un an, et autour de Mossoul. Et ces personnes ont trouvé refuge au Kurdistan irakien, sont dans des camps installés à l'infini, avec la désolation qu'on peut imaginer dans ces camps, puisqu'ils n'ont plus rien, plus de maison. Ils savent qu'ils ne retrouveront jamais leur maison d'origine, même s'ils reviennent un jour sur leur territoire. Mais tout est perdu en fait, donc ils n'ont rien. Et puis il faisait vraiment froid quand j'y étais. Et je pense que ça va être très difficile l'hiver pour eux là-bas. Parce que je voyais même des gamins qui étaient en sandalettes dans la neige. Et donc c'est pour ça que nous, lorsque j'y étais pour l'inauguration d'une grande école qu'on vient de construire dans le camp de déplacés de Bardarej pour une communauté irakienne qui s'appelle les Shabaks. Et pour aider ces Irakiens comme beaucoup d'autres enfants, n'hésitez pas à venir ici au Mayabé acheter une peluche et vous pouvez également faire un don sur le site de l'association de www.missionenfance.org. Née à Monaco, Sylvie Bourgeois-Harel est romancière et scénariste. Elle a publié plusieurs livres à succès. Elle a grandi au bord de la Méditerranée et a passé ses étés entre Monaco et Cap-d'Aille. Une équipe de Monaco Info l'a rencontrée au Quai des Artistes où elle présentait ses derniers romans. Un reportage de Christine Datomel. Elle écrit comme elle vit, avec son cœur. Sa plume est parfois espiègle, pétillante, tout comme elle peut être tendre et poignante. Sylvie Bourgeois, c'est Cécile Harel. L'écrivain écrit sous 2 noms. Les livres de Cécile Harel sont bouleversants et d'une grande sensibilité. Ceux de Sylvie Bourgeois, empreints de facétie et de vivacité. 2 styles différents qui s'allient et s'affrontent pour finalement se rejoindre, donnant vie à des histoires qui pourraient être les nôtres. Sylvie Bourgeois, maintenant, c'est plutôt des livres qui sont amusants. Avec par exemple la collection de Sophie que j'ai commencé chez Flammarion. Il y a eu Sophie à Cannes qui se passe pendant le festival, Sophie aux Flores, Sophie à les boules qui est sortie en décembre l'année dernière. Et c'est l'histoire d'une femme de 40 ans qui veut changer de vie. Donc elle est cash, elle est spontanée, elle est quand même assez féministe, c'est une bonne fille et elle est très courageuse. Et elle a comme ça des aventures dans des milieux que je décris, que je connais très bien. Et elle est toujours en galère en fait. Et également avec le livre que j'ai sorti le printemps dernier qui s'appelle « J'aime ton mari ». C'est ce que je vous disais il y a un instant, pendant les salons du livre, en général, ce sont les femmes qui achètent. En général, elles viennent avec leur copine ou avec leur mari qui est 2 mètres derrière elles. Tandis que là, pour « J'aime ton mari », les hommes disaient « elle parle de moi ». Donc ils prenaient le livre, ils le lisaient, ça leur plaisait, et ils le gardaient. Et leurs femmes, elles disaient « mais tu vas pas acheter ça, genre un homme ne peut pas lire une comédie ». Et c'est vrai que j'ai découvert que j'avais un gros public masculin, et également avec les Sophies. Ils s'y retrouvent parce que ce sont des livres en fait, où les choses sont dites, mais avec la dialectique de mon héroïne, donc avec une certaine légèreté. Et finalement, les hommes aiment beaucoup. En attendant que les beaux jours reviennent, c'est l'histoire d'une femme qui veut passer le réveillon de Noël sur la tombe de sa mère. Un roman admirable et violent où la tendresse se mêle à la folie et à la détresse. Elle essaye de convaincre son mari de l'accompagner qui n'a pas du tout envie. Et tout le livre, il y a une narration au présent où elle raconte à son mari leur rencontre, elle lui raconte son passé. Et elle s'inquiète également du conflit qui grandit entre ses frères, dont un est schizophrène. Donc c'est un livre en fait familial qui est très identificatoire parce qu'il y a l'accompagnement des parents dans la mort, il y a la maladie, il y a la folie, il y a l'ambition, il y a cette jeune personne, mon héroïne, qui est très très cassée par la vie mais qui a une volonté comme ça de s'en sortir. Et c'est un livre qui est sorti également chez Pocket et chez Piper en Allemagne. Lorsque l'auteur écrit sous la plume de Cécile Harel, elle utilise le « je ». Lorsqu'elle écrit sous celle de Sylvie Bourgeois, elle emploie la 3e personne. Et c'est avec pudeur que l'écrivain nous confie son secret. Quand ce sont des livres que j'écris au « je », je puise l'inspiration dans le bas de mon ventre, là où il y a de la douleur. Et c'est vrai que ça fait des livres qui sont assez tristes et bouleversants. Et j'ai découvert que quand j'écrivais à la 3e personne, j'arrivais à me mettre à distance de mon sujet, comme pour les Sophies ou « J'aime ton mari ». Et là, du coup, j'arrive à être dans une dialectique très légère, où c'est plus amusant et c'est plus divertissant, on va dire.
Actuellement, la jeune femme écrit L'Architecte et planche déjà sur 2 autres romans, Le Dernier Amour et La Cave. Et sinon, sachez que le livre de Sylvie Bourgeois, J'aime ton mari, sera très prochainement adapté au théâtre. À quelques jours des spectacles de fin d'année des ballets de Monte-Carlo, les archives audiovisuelles proposent au Grimaldi Forum un chef-d'œuvre du cinéma américain où la danse est au cœur du sujet. Les Chaussons Rouges dans une version restaurée. Reportage de José Sacré, Marion Bibeau et Louis Borgia. Dans le cadre du label Danse et Cinéma, avec la collaboration des Ballets de Monte-Carlo, les archives audiovisuelles de Monaco présentent, le dimanche 20 décembre à 11h au Grimaldi Forum, un chef-d'œuvre de Michael Powell et Emeric Pressburger, réalisé en 1948, Les Chaussons Rouges. C'est un film de référence quand on parle de danse et de cinéma. C'est un film de 1948, un film anglais tourné en studio, alors même que Hollywood fera le choix quelques années plus tard de tourner dans les rues, notamment New York avec Gene Kelly. Ils font le choix du studio et pour ce film, ils prennent appui de tout ce qui compte de compétences dans les studios anglais de l'époque. Voilà, alors l'histoire tourne autour évidemment de la création d'un ballet. Il y a évidemment une histoire d'amour. Il y a des comédiens aussi remarquables dans ce film. Oui, Moira Scherer, Ludmila Cherina, dont il faut rappeler qu'elle débuta au ballet de Monte-Carlo, Marius Göring et puis Anton Walbrook. Alors il y a Léonide Massine aussi qui participe à la chorégraphie, qui joue également et qui est très lié à l'histoire de la danse à Monaco. Il y a une très longue séquence de danse dans Les Chaussons Rouges. La création proprement dite, qui est une véritable prouesse technique. Donc la création se déroule à l'Opéra de Monte-Carlo, même si évidemment la scène et toute cette longue séquence a été créée en studio. Elle doit durer, je crois, 14 ou 15 minutes, ce qui est inégalé au cinéma, d'avoir quasiment en temps réel le meilleur de cette création qui, là encore pour l'époque, fait appel à beaucoup de trucages inédits. Un grand moment donc à vivre le dimanche 20 décembre à 11h au Grimaldi Forum, Les Chaussons Rouges de Michael Powell et Emeric Pressburger, présenté dans le cadre du label Danse et Cinéma par les archives audiovisuelles de Monaco, avec la collaboration des Ballets de Monte-Carlo. Goût de France, cette opération rassemblera le 21 mars prochain 1000 chefs sur 5 continents pour célébrer la gastronomie française. La principauté ne sera pas en reste. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'ambassadeur de France à Monaco. Alors le 21 mars, c'est d'abord le jour du printemps, mais c'est aussi pour nous le jour de l'opération Goût de France, en français, Good France, en anglais, et qui va marquer dans le monde entier la soirée de la gastronomie française. Ça sera la 2e édition. On a fait une première édition l'an dernier. Ça a très très bien marché. Des milliers de restaurateurs ont accepté de jouer le jeu avec nous. Toutes les ambassades de France ont reçu le même soir des invités officiels, des invités amicaux pour des dîners à la française. Alors évidemment, entre Pékin, l'Afrique noire, le Maghreb, l'Amérique du Sud, Monaco, on a chaque fois trouvé des menus différents. Mais c'est la soirée de la gastronomie française dans le monde. Et concrètement, en principauté, ça va se traduire comment qui participe à l'opération? Comment ça se passe? Alors, moi, j'aimerais que tous les restaurateurs de Monaco participent. Il y a énormément de restaurants à Monaco, il y a une tradition culinaire à Monaco. Donc, nous attendons non seulement les 3 étoiles, les 2 étoiles, les 1 étoile, mais tous les autres. Les brasseries, les bistrots, tous ceux qui veulent jouer le jeu avec nous et préparer un menu français pour ce soir du 21 mars 2016. Donc il faut s'inscrire vite parce que c'est avant jeudi prochain, avant jeudi 17, en ligne. C'est relativement simple, tout le monde sait faire ça maintenant, même moi. Et ensuite, il n'y a rien à payer, il y a simplement à prendre le règlement, à l'appliquer. L'an dernier, nous avons eu 10
restaurants, du plus cher au moins cher, qui se sont présentés et qui ont travaillé et joué avec nous. Et nous espérons cette année en avoir, pourquoi pas, 12 ou 15 ou 20, ce sera encore mieux. En bref, le Théâtre des Variétés a accueilli le spectacle des femmes leaders mondiales Monaco, un spectacle au profit cette année de l'association Namasté pour la réparation d'écoles au Népal suite au tremblement de terre. Chaque soir le long des rues, pour leur dire leur ingénu. Ils portaient un feutre topé, ils buvaient, ils se frappaient, ils Parlons sport à présent et plus particulièrement de football. L'AS Monaco se déplace ce mercredi à Bordeaux pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Une nouvelle compétition pour les Monégasques qui viennent tout juste d'être éliminés de l'Europa League. Émilie Rousseau. Fort de leur succès en championnat face à Saint-Etienne, les Monégasques vont jouer leur 5e match en l'espace de 15 jours. Invaincus depuis 5 rencontres en Ligue 1, leur dernière défaite remonte au 7 novembre dernier. C'était face à Bordeaux. Depuis, les joueurs de Leonardo Jardim ont pu tirer les leçons de ce revers. Et pour ce match, le coach monégasque va faire tourner son effectif. Après l'élimination de Ligue Europe, peut-être nous jouer la Coupe, nous avons la possibilité de faire tourner l'équipe, nous avons la possibilité de donner plus d'opportunités à les jeunes qui restent ici. Et pour ça, toujours, je crois que c'est un avantage. Quelques jours après sa première titularisation officielle avec l'AS Monaco, Paul Nardi gardera une nouvelle fois les buts des Rouges et Blancs mercredi. Le gardien des Espoirs prépare ce match contre les Girondins avec sérénité. Chaque match a sa vérité et on verra mercredi ce qui se passera et on pensera qu'à une chose, c'est la qualification. J'essaie de travailler toutes les semaines, travailler fort pour être prêt s'il y a un problème. Donc voilà, c'est vraiment toujours travailler et le jour où on fait appel, faut être présent tout simplement. La saison dernière, l'AS Monaco avait chuté aux portes de la finale de la Coupe de la Ligue en s'inclinant au tir au but face à Bastia. Même si la priorité est donnée au championnat, les Monégasques comptent bien aller le plus loin possible dans cette compétition. Bordeaux-Monaco, c'est mercredi à 17h au Matmut Atlantique. On passe tout de suite à la météo avant de se quitter. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Mercredi, des nuages le matin et du soleil l'après-midi. Les températures sont supérieures au normal de 12 à 17 degrés. Jeudi, un temps sec et ensoleillé, il fera de 10 à 16 degrés. Vendredi, une journée entre soleil et nuages, comptez de 12 à 15 degrés. Et enfin samedi, même chose, le soleil voilé par moments, par quelques nuages. Les températures restent clémentes de 11 à 16 degrés. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.